Je vous remercie pour cette invitation concernant l'immunothérapie et ses toxicités donc, dans les tumeurs solides. Alors ça, c'est mes liens d'intérêt. Et je vais commencer par juste vous rappeler 2-3 points que vous connaissez en grande partie très probablement sur l'immunothérapie, puisque ça a été une révolution importante pour nous dans le cadre de l'oncologie médicale et les tumeurs solides. Mais c'est un terme relativement large. Donc j'exclurai de mon propos aujourd'hui tout ce qui concerne la DCC et l'utilisation d'anticorps monoclonaux qui vont cibler des antigènes tumoraux de façon spécifique. Et je vais surtout m'orienter sur l'exposé de l'interaction des immunomodulateurs avec leur toxicité, ce qui permet en fait de mettre en place une réponse immune et d'aboutir avec un spectre d'activité, comme vous allez le voir, qui est beaucoup plus large que l'utilisation d'anticorps spécifiques que l'on utilise comme pour cibler HER2 ou ce qu'ont fait les collègues hématologues sur le ciblage de CD20. Alors, juste pour vous rappeler qu'il existe une multitude d'interactions entre ligands et récepteurs qui vont moduler la réponse immune, sachant que si vous avez ici, de façon schématique, une membrane d'un lymphocyte T, eh bien, ici, ça peut être la membrane d'une cellule présentatrice d'antigènes, qui peut être une cellule du système potentiellement immunitaire ou du système natif, voire une cellule tumorale, et que vous avez un certain nombre de cibles qui ont été identifiées depuis pas mal d'années et pour lesquels on a développé des systèmes d'interaction avec ces récepteurs ligands qui vont permettre soit de moduler la réponse en l'amplifiant ou permettant une réponse immune, soit plutôt de la freiner, mais pas tant aujourd'hui, bien évidemment, dans le domaine de l'oncologie. En ce qui concerne les mécanismes de résistance à la réponse immune et les mécanismes finalement qui expliquent comment est-ce qu'on a développé des médicaments, le premier, c'est un mécanisme de résistance qu'on va considérer comme constitutif, qui va entraîner en fait, au départ sur l'expression des cellules tumorales, un ligand par exemple pour PD-1 et qui va bloquer les cellules T effectrices et empêcher en fait la réponse immune. Mais on sait aussi qu'on peut avoir des systèmes d'adaptation de résistance aux cellules immunes, comme vous voyez ici, par l'intermédiaire de sécrétion à partir du lymphocyte T d'un certain nombre de facteurs qui vont activer des voies de signalisation et qui vont entraîner dans un second temps l'expression de récepteurs, ce qui fait qu'un patient qui n'est pas candidat à une immunothérapie à un moment donné peut potentiellement l'être au cours de l'évolution de la maladie, ce qui nous amène parfois aussi à moduler des indications de traitement en fonction des résultats de biopsie itératifs que l'on a. Le deuxième point que j'aimerais juste rappeler de façon schématique, c'est tout simplement l'utilisation de deux cibles particulières, les anti-CTLA4 et les anti-PD-1, PD-L1, que l'on utilise aujourd'hui en clinique, en oncologie médicale. Les anti-CTLA4, en fait, vont agir entre la cellule T et la régulation de l'activation initiale du système immunitaire, donc proximale avec essentiellement les cellules dendritiques et les cellules présentatrices d'antigènes. Elle régule la capacité à initier la réponse immune, alors que d'autres acteurs, comme l'interaction entre PD-1 et PD-L1, vont plutôt jouer sur la régulation de l'activité plus tardive du système immunitaire au niveau tissulaire et vont réguler plutôt la capacité non pas à initier, mais à aboutir à une réponse immune, ce qui fait que vous allez voir aussi qu'en termes de profil de tolérance et de toxicité, on n'a pas tout à fait, en termes d'incidence, les mêmes résultats. Donc de façon schématique, CTLA4 va réguler l'interaction entre les cellules présentatrices d'antigènes et soit les cellules T, soit les cellules T reg. Quand on regarde en revanche ce qui se passe entre PD-1 et PD-L1, c'est globalement une interaction directe entre la cellule tumorale et le lymphocyte T qui va être donc modulé par l'intermédiaire de l'utilisation d'un anticorps qui va cibler soit PD-1, soit PD-L1. Alors il y a un point sur lequel j'aimerais insister dans le rappel, c'est vous montrer de façon très schématique ce qui se passe quand on a un traitement potentiellement actif dans une tumeur solide, l'effet de la chimiothérapie en rose ou des thérapies personnalisées type, on va dire, trastuzumab ou anti-HER2 dans le cancer du sein HER2 positif. Quand on a en revanche une immunothérapie personnalisée, on va avoir parfois des effets beaucoup plus retardés en termes de contrôle de la maladie, voire parfois des délais avant obtention de réponse, ce qui amène aussi un peu comme ce qui a été dit précédemment par mon collègue hématologue, la nécessité parfois d'attendre l'arrivée d'une réponse et on peut être amené à poser des indications quand on pense qu'il y a une bonne valeur prédictive de réponse à un traitement immunologique à
une indication de réanimation sur un patient qui va un peu moins bien du fait de l'évolution de la maladie, puis dans un deuxième temps qui risque de s'améliorer fortement avec un effet positif de l'immunothérapie. Et l'autre élément sur lequel on est en train de travailler essentiellement, c'est la combinaison avec d'autres thérapies ciblées ou des chimiothérapies qui permet potentiellement d'avoir des résultats en termes de curabilité beaucoup plus importants. Ici, vous avez de façon schématique représenté un certain nombre de localisations tumorales dans le cercle, et plus on va vers la périphérie du cercle, plus c'est le niveau de développement des différents anticorps qui vont cibler soit PD-1, PD-L1 ou CTLA4, vous le voyez, avec sur la partie externe, c'est en gros les médicaments qui sont déjà à disposition avec des cohortes prospectives d'évaluation en phase 4, mais ici vous êtes en phase 3, et donc vous voyez que c'est un problème, ou en tout cas en termes d'utilisation, c'est des médicaments qu'on va être amené de plus en plus à utiliser dans le domaine de l'oncologie médicale et des tumeurs solides. En ce qui concerne maintenant les données générales de toxicité, eh bien, de façon schématique, tout est possible en termes de toxicité en ce qui concerne l'utilisation de ces médicaments, mais je vous ai mis ici une publication relativement récente qui reprenait le pourcentage d'événements indésirables en fonction du type d'anticorps que vous allez utiliser, ciblant CTLA4 ou ciblant PD-L1 ou PD-1. Ici, vous avez les toxicités de grade 1-2 dans la classification classique, et ici vous avez les toxicités de grade 3 à 5, donc les décès induits, c'est celles qui nous posent problème en clinique. Les grades 1-2 globalement sont gérés soit par une modulation de l'utilisation du traitement avec des pauses thérapeutiques ou éventuellement un traitement symptomatique associé. C'est à partir bien évidemment des grades 3 que se pose la question d'arrêt des traitements et de passage dans des unités de soins intensifs pour des toxicités majeures. Mais ce qui est intéressant, vous voyez, c'est que le pourcentage de toxicité de grade 3-5 en ce qui concerne l'utilisation des CTLA4 inhibiteurs est beaucoup plus important que ce que l'on a avec les PD-1, PD-L1. Et vous voyez qu'en termes d'incidence, on est quand même à des taux très faibles qui sont de l'ordre de 2 à 3%, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les connaître, mais ce qui veut dire que globalement, la plupart du temps, c'est des médicaments qui sont bien tolérés et qui entraînent peu d'effets secondaires. Ce qui pose d'ailleurs problème, c'est qu'à force de dire que tout se passe bien, quand quelque chose commence à se passer mal, on oublie que ça peut être un effet secondaire, et j'aimerais insister dans la dernière partie sur quelques points qui peuvent de temps en temps poser problème. Le deuxième élément qui est intéressant, c'est le temps avant apparition d'un événement indésirable. Et vous avez ici à gauche l'ipilimumab qui donc cible le CTLA4, et à droite le nivolumab et le pembrolizumab qui ciblent PD-1. Et pour vous montrer que globalement les effets toxiques les plus fréquents étant les effets cutanés que l'on voit, c'est eux qui arrivent rapidement vers la 3e, 4e semaine d'initiation, puis ensuite progressivement ils vont s'estomper. Arrivent ensuite les effets secondaires digestifs très vite après, s'il y en a, qui vont s'estomper également au bout de 2 à 3 mois, et puis peuvent apparaître ensuite quelques troubles endocriniens, voire des toxicités hépatiques qui sont d'arrivée plus tardive. Ça, c'est classiquement ce que l'on voit avec le profil d'utilisation de l'ipilimumab, qui est de moins en moins utilisé, puisque au départ, c'était surtout un médicament utilisé dans la prise en charge des mélanomes, et maintenant, il y a beaucoup plus de données qui montrent que l'on peut, non pas se passer, mais en tout cas moduler l'intérêt de l'ipilimumab par rapport à d'autres anticorps que l'on utilise. En ce qui concerne le nivolumab et le pembrolizumab, vous voyez que c'est à peu près pareil, avec peut-être un effet retardé dans le temps sur l'apparition des effets secondaires, en tout cas cutanés et gastro-intestinaux, et puis l'apparition d'autres effets type hépatique, pulmonaire, sur lequel je vais insister un tout petit peu, endocriniens et rénaux. Et enfin, il y a quelques études maintenant qui combinent les deux approches, c'est-à-dire les inhibiteurs de CTLA4 et les inhibiteurs de PD-1 ou de PD-L1. Et vous voyez que de façon intéressante, il ne semble pas y avoir de majoration importante des effets secondaires. Lorsque vous voyez, alors c'est des petites séries, hein, il y a peu de patients, il y a un peu moins d'une centaine de patients dans les différentes séries. N'empêche qu'on n'a pas l'impression d'avoir une majoration nette des effets secondaires, et notamment de façon intéressante sur ceux qui peuvent engager le pronostic vital. Les effets graves au niveau hépatique, pulmonaire, voire rénaux, en dehors de ici, le nivolumab seul, et bien vous voyez que l'association des deux, finalement, ne fait pas beaucoup plus en termes de toxicité que l'utilisation d'un seul médicament qui va cibler cette modulation de la réponse immune. Alors, toxicité et prise en charge, j'avais deux solutions. L'une, c'était de faire un catalogue. Ça va quand même ressembler un tout petit peu à un catalogue. Et l'autre, c'était surtout de vous donner, à mon sens, l'information essentielle, qui est celle qu'au sein de l'ESMO, donc la Société européenne d'oncologie médicale,
On s'est réunis il y a quelques mois et a été publié en 2017 un certain nombre de recommandations. Vous avez les coordonnées, vous aurez le diaporama si vous le souhaitez, bien évidemment, sur la prise en charge de ces effets secondaires, qui la plupart du temps ne vous concernent pas en réanimation, sauf pour certains effets secondaires de type toxicité pulmonaire, hépatique ou autres, qui sont de grade 3-4. Alors, les arthralgies, on va faire très simple. Pour nous, c'est un événement qui arrive, qui peut poser problème, qui globalement se gère la plupart du temps au niveau des toxicités de grade 1-2. On peut être amené à arrêter les traitements. On introduit une corticothérapie, ce qu'on avait peur de faire au départ, pensant qu'on allait avoir un effet négatif sur la réponse au traitement. On s'aperçoit que finalement, un peu comme nos collègues en hématologie, l'histoire du dogme de la corticothérapie qui va complètement bouleverser la réponse immunologique n'est pas si claire que ça, même dans les tumeurs solides. Colite et diarrhée, il faut s'en méfier, puisqu'il peut y avoir de véritables tableaux de Crohn et d'équivalent de RCH avec l'utilisation de ce type de médicaments. Donc, quand un patient ou une patiente commence à développer des épisodes de diarrhée qui perdurent, malgré l'arrêt du traitement, il faut être vigilant. Il faut aller vers des explorations digestives pour avoir la preuve qu'il y a effectivement un phénomène immunologique en termes de mécanisme de diarrhée. Et on peut être amené à utiliser des thérapeutiques comme des anti-TNF, exactement comme dans les pathologies inflammatoires coliques, pour arriver à juguler ces problèmes-là. Il est rare que les patients arrivent en réanimation, sauf s'il y a des complications liées aux déshydratations, voire à des soucis hémorragiques. Mais globalement, il faut se méfier de cet événement indésirable qui peut survenir quelques jours après l'apparition des premiers signes cutanés. La toxicité cutanée, j'y arrive. La plupart du temps, elle est très bien, elle est facilement gérée et elle reste à un niveau grade 1-2 dans l'immense majorité des cas. Il faut se méfier de deux choses, l'étendue des lésions, comme toujours en dermatologie, avec, quand on est à plus de 30% de la surface cutanée, parfois des soucis qui peuvent apparaître dans un deuxième temps. Et le deuxième élément, c'est qu'il peut y avoir de véritables, ça a été décrit, pemphigoïdes bulleuses qui ont été diagnostiquées chez ces patients avec malheureusement des décès. Les problèmes de dysthyroïdie, on a maintenant l'habitude, puisque globalement, on fait des dosages systématiques avant l'initiation des traitements et l'apparition des troubles endocriniens arrive plutôt vers 3-4 mois, avec un tableau frustre au départ, puis quelques signes cliniques. Mais comme on a un monitoring en termes de dosage de TSH, T3, T4, on arrive à détecter les hypos, voire quelques hyperthyroïdies, et les traiter en amont qui posent globalement pas trop de problèmes. Il y avait initialement un problème avec des hypophysites qui avaient été décrits de façon relativement fréquente, aux alentours de 10 à 12% avec les anti-CTLA4. L'utilisation aujourd'hui des anti-PD-1 ramène le taux d'hypophysite qui existe, mais il faut s'en méfier, mais c'est moins de 1 à 2%. En revanche, vous voyez que les dysthyroïdies sont un peu plus fréquentes avec les anti-PD-1 qu'avec les anti-CTLA4, et d'ailleurs la combinaison des deux, je ne vous l'ai pas fait remarquer tout à l'heure, mais diminue l'incidence des dysthyroïdies comparée aux anti-PD-1 seuls. Les hépatites, il y a des perturbations du bilan hépatique. Dans des rares cas, il y a des vraies hépatites aiguës cytotoxiques avec des insuffisances hépatiques terminales. On peut être amené, ça a été décrit dans quelques cas, à utiliser en réanimation des médicaments qu'on utilise dans les hépatites fulminantes. Globalement, c'est un phénomène rare, mais un patient qui a une augmentation avec une cytolyse hépatique et une perturbation de son bilan hépatique doit avoir un arrêt de ses traitements avant d'envisager une reprise éventuelle s'il y a une récupération complète. Les pneumopathies, j'y arrive parce que l'utilisation des anti-PD-1 et PD-L1 a été essentiellement au départ fait dans des pathologies où il y avait malheureusement peu d'armes thérapeutiques, et notamment dans les cancers bronchiques, et notamment ceux qui n'étaient pas médiés par des oncogènes drivers. Et dans ce contexte-là, c'est souvent des patients qui étaient suivis en pneumologie, bien évidemment. Et il a été décrit de façon un peu plus fréquente l'apparition de pneumopathie interstitielle, voire de pneumopathie interstitielle grave dans les populations traitées pour un cancer bronchique. Alors vous avez ici, en fonction des différents essais, les pneumopathies graves ou pas graves, tout grade confondu. Vous voyez ici aux alentours de 4 à 5%, mais les pneumopathies graves peuvent représenter jusqu'à 2% dans les différentes séries, utilisant soit des anti-PD-1, soit ici un anti-PD-L1 qui est la désolizumab. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quelques données maintenant qui commencent à sortir au sein des RCP qui se sont mis en place
dans les différents pôles de cancérologie un peu partout en France. Et vous avez ici le taux de survie à 2 mois, 4 mois et 6 mois des patients qui sont passés par des épisodes de pneumopathie interstitielle grave et des séjours en réanimation, avec, vous voyez, un taux de survie qui est aux alentours de 60% à 6 mois, mais ça veut dire aussi qu'il y a 40% de patients qui décèdent, donc ça peut être excessivement grave et il est important de pouvoir surveiller, quand on suspecte l'apparition d'une pneumopathie interstitielle, l'évolution de celle-ci. Quelques mots sur les toxicités neurologiques. Il y a beaucoup de types de toxicités neurologiques qui ont été décrits. Souvent, les cliniciens ne les prennent pas en compte parce qu'il y a eu au préalable l'exposition à un certain nombre de drogues neurotoxiques, notamment en termes de chimiothérapie. Mais il faut faire attention. Il peut y avoir notamment, je vais aller ici directement, des tableaux de méningite fruste, des tableaux d'encéphalopathie, d'encéphalite qui ont été décrits. Et puis, il peut y avoir des véritables syndromes de Guillain-Barré qui ont été également décrits. Donc, il faut être vigilant. Ça peut arriver et c'est probablement favorisé par l'utilisation de ces médicaments-là. En ce qui concerne la toxicité rénale, eh bien là aussi, on est sur une incidence qui est relativement faible en ce qui concerne les insuffisances rénales terminales ou celles qui nécessitent des passages avec hémodialyse. Vous avez ici l'évolution des néphrotoxicités en fonction du type d'anticorps qui a été utilisé. C'est parti, j'ai été trop long, c'est pour ça, je pense. C'est ça. Il n'y a plus rien à faire ? Eh bien, il n'y a plus rien à faire. Donc, en message, juste, il y en a 2 qui sont importants. Un, il y a une petite série qui a été rapportée par les collègues de Gustave Roussy qui montre que les patients qui sont porteurs de maladies auto-immunes ont une incidence plus élevée d'événements, mais pas d'événements de type grade 3 à 5. Et le deuxième point, ça vient de sortir il y a quelques mois dans Lancet Oncologie, on commence à décrire des cas de cardiomyopathie sévère et des cas de péricardite qu'on connaissait déjà. Cardiomyopathie induite par les immunothérapies, c'est pas loin de 80% de décès toxiques, il faut s'en méfier. C'est plus dans les mélanomes que dans les autres formes. On ne sait pas pourquoi, peut-être parce qu'on utilisait plus les anti-CTLA4. Pour les péricardites, c'est plus les cancers bronchiques, avec un taux de décès qui est beaucoup moins important. Et l'avenir est peut-être un peu compliqué puisque commence à arriver l'immunothérapie dans d'autres localisations, avec notamment des patients préexposés à des médicaments comme anthracycline et autres. Donc peut-être que ce phénomène est sous-estimé, il faudra être vigilant dans l'avenir. Voilà. Désolé, j'ai été un peu long.